Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de tendons, on parle d'inflammation, on parle de douleur et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre Plus jamais malade. Trois choses à savoir sur le tendon, mais surtout à savoir pour éviter la tendinite ou la tendinopathie, hein, c'est selon comment vous souhaitez voir le problème. On entend souvent, on dit souvent tendinite. Le terme peut-être plus précis, c'est tendinopathie, mais j'y reviendrai dans d'autres contenus. Mais trois choses à savoir absolument et peut-être trois choses qui seront pour vous étonnantes. La première, je vous montre l'illustration, c'est ça, c'est sa couleur. Si vous aviez à choisir la couleur d'un tendon, intuitivement, là, on a tous un peu une idée de la couleur d'un tendon, ben, vous choisiriez probablement hein, les couleurs les plus pâles, probablement même la couleur la plus pâle, plutôt que les couleurs qui sont plus rouges. Ça veut dire quoi lorsqu'on pense à la couleur du tendon? Pourquoi c'est important? On en voit un tendon, un très long tendon, le tendon d'Achille, qui relie les muscles du mollet au pied, qui est souvent quand même blessé, qui est souvent atteint de tendinopathie. Et pourquoi on parle de la couleur du tendon? Bien, entre autres, parce que sa couleur est, pas uniquement, mais est déterminée par sa vascularisation, par la quantité de sang qu'il reçoit. Parce que le tendon est pâle, on en déduit et on sait maintenant qu'il n'est pas super bien vascularisé. Donc, il n'y a pas beaucoup de sang à comparer à d'autres tissus qui vont irriguer, qui vont vasculariser le tendon dans son ensemble. Et il y a aussi à l'intérieur d'une partie du tendon, et là, on a 600 muscles, donc on a autant de tendons en quelque sorte. Alors, chaque tendon n'est pas exactement pareil, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'en plus d'être devant un tissu qui n'est pas très bien vascularisé, il y a certaines parties du tendon qui le sont encore moins. Et souvent, ces parties du tendon moins bien vascularisées sont des parties fragiles et donc fragiles aux blessures, d'une part. Et lorsqu'on est blessé, on veut guérir, on veut avoir moins de douleur, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que le tendon soit réparé et pour avoir une réparation, ça prend une vascularisation, ça prend des vaisseaux sanguins. N'hésitez pas à me poser vos questions en temps réel, précédez-la de la lettre Q, je vais tenter d'y répondre en temps réel, sinon je les garde en banque. Et si vous écoutez en rediffusion, c'est la même chose, je lis tous les commentaires et je garde ces questions-là en banque. Quand je peux y répondre en rediffusion, ça me fait plaisir. Sinon, je vais y répondre à un autre moment. Donc, première chose à savoir, le tendon est relativement blanc ou pâle et il n'est pas très bien vascularisé. Deuxième chose à connaître absolument, c'est les connexions du tendon, à quoi le tendon est connecté. Si je vous demandais de répondre dans le fil de discussion, et soyez pas gênés, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et ça me rappelle que je ne suis pas seul dans mon bureau, mais avec d'autres personnes, dont vous, qui êtes peut-être à la maison ou au travail. Donc, les connexions du tendon, c'est lesquelles, à quoi un tendon est connecté et c'est important de savoir ça si on veut soulager le tendon. On a vraiment tendance, quand on a une tendinopathie, une tendinite, une blessure, à cesser le mouvement, à mettre de la glace, à espérer peut-être une infiltration. Mais avant de penser même au traitement, il faut se rappeler à quoi le tendon est connecté. Alors, ces connexions, elles sont relativement simples, mais elles sont fondamentales. Pardon. Il y a d'abord le muscle. Le muscle génère une force qui est parfois vraiment très impressionnante pour ce qui est des muscles ultra puissants comme les cuisses, les fessiers, les biceps, les triceps. Et les muscles aussi génèrent parfois une tension à peu près constante comme les muscles posturaux. Et on a aussi des muscles qui sont beaucoup utilisés dans nos activités fonctionnelles. On peut penser à l'ordinateur. Et si vous tenez une souris ou peu importe, vos doigts sont sur un clavier, vos doigts, votre avant-bras, votre poignet est quand même immobile. Donc, on a des activités fonctionnelles qui vont faire en sorte que nos muscles vont générer des tensions relativement continues, mais longtemps, longtemps. Et donc, ce transfert de force est assuré grâce au
tendon. Alors, le muscle et le tendon, on voit un genou, on voit le tendon rotulien et je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Vous pouvez me l'écrire si c'est clair ou pas. Il y a un petit bout rosé, là. Si on avait pu reculer un peu plus ou rapetisser un peu plus l'illustration, on aurait vu le muscle, on aurait vu le quadriceps, le muscle qui est devant la cuisse et on aurait vu donc ce muscle qui est relié au tendon. Vous voyez, c'est relativement continu. Il n'y a pas une ligne, une frontière nette. Là, c'est le tendon. Là, tout ça, ça se fait de façon relativement fluide. Et le tendon est relié à l'os. Je fais une petite parenthèse pour le tendon rotulien. J'ai fait exprès de vous montrer celui-là. Le tendon rotulien, à l'intérieur du tendon, il y a la rotule. Alors, c'est particulier pour le genou. C'est un gros tendon qui contient la rotule, mais le tendon se continue plus bas jusqu'au tibia. Et si vous placez votre main sur le haut, disons, de votre tibia et vous contractez votre quadriceps, vous allez sentir que le tendon s'attache au tibia, s'attache sur l'os. Alors, c'est sa deuxième connexion. On a le muscle, on a l'os. Il faut toujours se rappeler ces connexions-là. Et il y en a une ou deux autres. L'autre connexion, ou la troisième, si je peux dire, ce sont les nerfs. Ça peut sembler anodin, mais un tendon, oui, c'est connecté à un nerf. Et c'est pour ça que le tendon peut vous faire mal quand vous vous blessez. Et le nerf est, lui, connecté au cerveau. Et je vous ai souvent parlé des phénomènes de sensibilisation centrale, mais si on simplifie, votre cerveau analyse, interprète la douleur et vous informe de ce qui se passe. Et parfois, les mécanismes de sensibilisation de la douleur, de détection de la douleur, peuvent amplifier la douleur. Et pour vous, vous avez vraiment plus mal alors que cette amplification-là vient du cerveau. Et une quatrième connexion qui n'est pas systématique, c'est la bourse. On a des petits coussins qui sont situés à différents endroits. Il y en a plusieurs dans l'articulation du genou ou autour du genou. Et ces petits coussins-là visent à rendre l'articulation plus facilement mobile, à protéger certaines structures articulaires pour faire ça simple. Et il y a des tendons, il y a des bourses qui sont très, très près des tendons. Alors, parfois, on dit qu'on a une bursite, mais c'est très difficile de savoir si c'est une tendinite ou une tendinopathie ou un problème à la bourse. C'est aussi une autre connexion, en ce sens que la bourse et le tendon peuvent être vraiment très près, mais tous les tendons n'ont pas 3-4 bourses très près d'eux, mais il y en a quand même qui existent qui sont dans une proximité vraiment très évidente. Alors, ce sont les connexions des tendons. Et l'autre élément qu'on veut garder en tête toujours quand on pense au tendon, c'est sa structure. Comment c'est fait un tendon? Un tendon, c'est composé surtout de fibres de collagène qui sont alignées. C'est une reproduction, ce que vous voyez en ce moment à l'écran, mais ce sont une illustration ou un schéma, disons, de fibres de collagène qui sont alignées dans la direction de la force. Et la structure du tendon, elle est faite pour résister à la tension. C'est fait pour ça. C'est comme si on avait une voiture, puis on se disait, ben je ne veux pas trop freiner parce que je ne veux pas briser mes freins. Ou si on disait, je ne veux pas aller dans des routes qui sont un peu plus chaotiques parce que j'ai peur d'abîmer ma suspension, pour autant qu'on se promène dans un endroit normal. Les tendons, c'est fait pour transmettre la force. La structure, elle est conçue pour ça. Et cette structure-là, lorsqu'on a une tendinite ou une tendinopathie, elle est défaite. Les fibres que vous voyez, encore une fois, c'est un schéma, c'est une illustration, ce n'est pas une reproduction exacte, mais vous voyez tous les petits tubes qui sont là. C'est une structure qui est complexe, qui s'approche un peu quand même de la structure des muscles. Alors, quand on a une tendinite, une tendinopathie, cette structure-là se trouve à être défaite, brisée. Les fibres sont désalignées et c'est aussi important de s'en souvenir. C'est pas comme une tendinite ou une tendinopathie, c'est pas comme s'il y avait du feu qui était entré dans votre tendon et il fallait seulement arroser tout simplement. Il faut créer des conditions propices pour que le tendon se répare par lui-même, comme la peau va cicatriser, comme d'autres structures, comme nos muscles vont s'adapter au sport qu'on pratique. Par exemple, quand on fait du sport, on se dit, je vais faire des exercices de renforcement, mon muscle va se renforcer.
C'est le même principe, en quelque sorte, avec le tendon et tout ça, euh, notamment en raison de sa structure avec ses fibres de collagène, sa matrice, ce qui constitue l'essentiel de sa structure. Alors, si on fait un clin d'œil aux infiltrations de cortisone, quand on a une tendinite, c'est un peu comme si on imaginait une tendinite comme un incendie et on se disait, je simplifie un peu, mais on va arroser ça, on va diminuer le feu qui est là, on va diminuer l'inflammation, et plus l'inflammation s'en ira, mieux ce sera. C'est pas, et on le sait de plus en plus, je vous le disais qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont été faites qui nous montrent vraiment les processus de blessure et de guérison du tendon. Il faut plutôt voir ça comme une plante qui n'est pas en super bonne santé. Elle a besoin d'eau, oui, mais elle a besoin de soleil, il y a le taux d'humidité. Je ne suis pas un expert en botanique, mais on veut créer l'environnement propice pour que le tendon, d'abord et avant tout, s'auto-guérisse, se guérisse par lui-même. Alors, ces trois choses à savoir sur le tendon, elles sont essentielles. Je pense que si on n'en tient pas compte, ça devient beaucoup plus difficile de traiter efficacement notre tendon, notre tendinite, notre déchirure aussi, parce qu'un tendon, ça peut se déchirer partiellement ou complètement. Et ça peut peut-être aider aussi à briser ou à réajuster certaines croyances qu'on a, comme cette idée qu'une tendinopathie, c'est un peu comme s'il y avait un incendie au niveau du tendon et il fallait éteindre l'incendie, comme on conçoit parfois d'éteindre l'inflammation. Et on se rend compte maintenant avec la science que c'est une croyance, en fait, qui ne s'appuie pas sur ce qui se passe vraiment dans votre tendon. Alors, je vous invite à garder ça en tête. Si jamais vous avez un tendon à guérir, ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.